Le serrurier était en train de changer ma porte d'entrée quand mon mari est arrivé en voiture. Par la fenêtre, j'ai vu la confusion se peindre sur son visage, puis la panique, puis la rage. Il a remonté l'allée en trombe, mais avant qu'il n'atteigne le perron, 2 policiers sont sortis de derrière la haie. « Nathan Crawford » a demandé l'un d'eux. « Vous êtes en état d'arrestation pour vol qualifié et escroquerie. » Tandis qu'il lui lisait ses droits, son regard a croisé le mien à travers la vitre. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je n'ai pas souri. Je suis resté là, à regarder. Mais laissez-moi vous raconter le début de cette histoire. J'ai rencontré Nathan au mariage d'un ami commun à Chicago, il y a 4 ans. J'avais 35 ans et je venais d'être promu associé principal chez Whitmore & Associates, l'une des meilleures agences de marketing du Midwest. J'avais passé 12 ans à gravir les échelons, sacrifiant mes week-ends, mes vacances, mes relations. Quand Nathan s'est présenté à la réception, se disant consultant en restructuration pour les entreprises en difficulté, j'ai cru avoir enfin trouvé quelqu'un qui comprenait l'ambition. Il avait un charme naturel. Il se souvenait des détails, posait des questions pertinentes et me faisait sentir comme la personne la plus intéressante de la pièce. À notre 3e rendez-vous, il m'a offert des fleurs assorties au tableau de mon bureau, un tableau qu'il n'avait aperçu qu'une seule fois, lors d'un appel vidéo. Ce genre d'attention était comme de la magie pour quelqu'un qui avait passé des années à être ignoré. Nous nous sommes mariés 14 mois plus tard, lors d'une cérémonie intime dans la propriété de ma grand-mère à Lake Forest. Ma grand-mère était décédée l'année précédente, me léguant sa maison victorienne en grès brun à Lincoln Park, d'une valeur de plus de 2 millions de dollars, sa collection de bijoux Tiffany vintage accumulée pendant plus de 60 ans, et une lettre manuscrite me disant de ne jamais me contenter de moins que ce que je méritais. J'ai porté ces boucles d'oreilles en diamant des années 1920 à notre mariage. Je pensais qu'elle aurait approuvé Nathan. La première année a été à la hauteur de mes espérances. Nathan était attentionné, présent et toujours intéressé par mon travail. Il parlait de ses clients consultants de manière vague, mais je supposais que la confidentialité était de mise. Cela ne me dérangeait pas de prendre en charge la plupart de nos dépenses pendant qu'il développait sa clientèle. Le mariage est un partenariat, et j'avais largement de quoi subvenir à nos besoins à tous les deux. Au bout de 2 ans, son activité de consultant n'avait généré aucun client déclaré. Il blâmait l'économie, la saturation du marché et la difficulté de trouver des entreprises qui valorisaient réellement la transformation. Je le réconfortais lorsqu'il exprimait sa frustration et le rassurais en lui disant que le succès prend du temps. J'ai discrètement remboursé les 42 000 $ de dettes de carte de crédit qu'il avait accumulées sans m'en parler. Je me répétais que soutenir son conjoint dans les moments difficiles, c'était ça, le mariage. La 3e année, il s'est lancé dans l'investissement en crypto-monnaie, puis dans le trading journalier, puis dans le dropshipping, une activité qui nécessitait un investissement initial de 8 000 $. Chaque projet a duré quelques mois avant de s'effondrer. Pendant ce temps, j'avais décroché 3 des plus gros clients de notre cabinet et je générais 400 000 $ de revenus annuels. Nathan, lui, trouvait des excuses. Il s'est mis à jouer au golf 3 fois par semaine, car, selon lui, le réseautage se fait sur le green. Il lui fallait une nouvelle garde-robe, car il faut avoir l'air d'avoir réussi pour attirer le succès. Il lui fallait une montre de luxe, car, selon lui, les hommes d'affaires sérieux y prêtent attention. Je lui ai offert une Rolex pour notre anniversaire, car je croyais encore en l'homme que j'avais épousé. Puis j'ai trouvé le mail. C'était un samedi matin. Nathan avait laissé son ordinateur portable ouvert sur le plan de travail de la cuisine pendant qu'il prenait sa douche. Une notification est apparue, d'une certaine Ashley, avec un emoji cœur rouge. Hier soir, c'était incroyable, chérie. J'ai trop hâte de porter ce bracelet que tu m'as offert à la salle de sport aujourd'hui. Tout le monde va être jaloux. J'ai eu les mains glacées en lisant leur conversation. 8 mois. 8 mois de messages explicites du genre « Je t'aime plus qu'elle ne le saura jamais ». Une fois que j'aurai obtenu ce qui me revient de droit grâce à ce mariage, on vivra comme des rois. 8 mois pendant lesquels mon mari a préparé sa fuite avec une autre femme, Ashley Martinez. J'ai immédiatement trouvé son Instagram. Influenceuse fitness, 93 000 abonnés, publications sponsorisées pour des poudres protéinées et des pantalons de yoga, et dans sa dernière story, un gros plan de son poignet où figurait le bracelet Tiffany de ma grand-mère, celui avec les saphirs, celui que je croyais avoir égaré à la salle de sport il y a 2 mois. J'ai zoomé sur chaque photo des 3 derniers mois.
Les boucles d'oreilles pendant en perles de ma grand-mère dans un selfie miroir. La bague vintage en émeraude sur une photo de brunch du dimanche. Des objets que je croyais perdus. Des objets que j'avais fouillés de fond en comble à la recherche, exhibés sur le corps de cet inconnu comme des trophées. J'avais envie de hurler. J'avais envie de jeter son ordinateur portable à travers la porte coulissante en verre. J'avais envie de le sortir de la douche et de lui demander comment il pouvait me regarder dans les yeux chaque jour tout en s'appropriant méthodiquement l'héritage de ma grand-mère. Au lieu de cela, j'ai tout capturé d'écran. J'ai transféré les emails sur mon compte personnel. J'ai remis l'ordinateur portable exactement à sa place. Et quand Nathan est descendu, imprégné de mon shampoing de luxe, j'ai souri et lui ai demandé s'il voulait des crêpes. Cette nuit-là, tandis qu'il ronflait à côté de moi, je suis restée éveillée, fixant le plafond de la maison en grès brun que ma grand-mère m'avait légué. J'ai pensé aux bijoux encore dans mon coffre-fort, auxquels il n'avait pas encore touché. J'ai pensé aux meubles anciens qu'elle avait collectionnés pendant des décennies, des pièces qu'il avait récemment suggéré de vendre car elles étaient démodées. J'ai pensé au contrat prénuptial qu'il m'avait convaincu de détruire pour notre premier anniversaire, car, selon lui, nous formions une équipe maintenant et les équipes n'ont pas besoin de contrat. J'ai pensé à ces 4 années passées à soutenir un homme qui complotait activement pour s'emparer de la moitié de tout ce que 3 générations de femmes de ma famille avaient construit. Lundi matin, j'ai appelé Rebecca Chen. Nous avions été colocataires à Northwestern, toutes 2 étudiantes en droit en difficulté, restant éveillées jusqu'à 3 heures du matin à nous interroger mutuellement sur des études de cas. Elle était devenue l'une des avocates en droit de la famille les plus redoutables de l'Illinois. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, mais elle a répondu à la première sonnerie. « Victoria, ça fait trop longtemps. Qu'est-ce qui ne va pas ?» « Tout, ai-je répondu. Et j'ai besoin de ton aide. » Nous nous sommes retrouvés à son bureau cet après-midi-là. Je lui ai montré les captures d'écran, les publications Instagram, les relevés bancaires prouvant que Nathan n'avait rien contribué aux dépenses du foyer en 3 ans, des photos des bijoux de ma grand-mère portés par une autre femme. Rebecca a tout examiné longuement. Puis elle a levé les yeux vers moi avec une expression que je reconnaissais de nos séances de travail. Celle qu'elle avait quand elle entrevoyait une solution à un problème complexe. Voilà ce que la plupart des gens ignorent du droit du divorce dans l'Illinois, a-t-elle dit. Sans contrat de mariage, il pourrait potentiellement réclamer une partie des biens acquis pendant le mariage, mais la maison de ville a été héritée avant votre union. Les bijoux aussi. Si nous pouvons prouver que ces biens n'ont jamais fait partie du patrimoine commun, ils restent les tiens, mais il vit dans cette maison depuis 4 ans. Cela ne lui donne-t-il pas droit à une part? Elle a souri. Seulement si on le laisse faire. Voilà ce qu'on va faire. On va laisser Nathan croire qu'il a gagné. On va le laisser prendre confiance et devenir arrogant, et ensuite on va le regarder renoncer à tous ses droits. Pendant les 5 mois qui ont suivi, Rebecca et moi avons travaillé dans le plus grand secret. J'ai transféré la maison de ville dans une fiducie familiale, en la déclarant comme un bien hérité qui n'avait jamais été détenu conjointement. Les documents étaient suffisamment complexes pour que Nathan, qui n'avait jamais lu un document plus long qu'un menu de restaurant, ne s'en aperçoive pas. J'ai fait expertiser et photographier les bijoux restants de ma grand-mère, créant une documentation détaillée pour chaque pièce et sa provenance. J'ai restructuré ma participation dans le cabinet grâce à une série de modifications techniques que mes collègues ont approuvées avec plaisir une fois que je leur ai expliqué la situation. Plus important encore, j'ai installé des caméras cachées dans toute la maison. L'Illinois exige le consentement des 2 parties pour l'enregistrement audio. Je me suis donc assuré qu'elle ne filmait que la vidéo. Mais la vidéo a suffi. Les images étaient accablantes. Nathan amenant Ashley chez moi pendant que j'étais au travail. Tous les 2. Il fouillait mon dressing, ma boîte à bijoux, mon bureau. Ashley essayait le collier de perles vintage de ma grand-mère, riant de bon cœur à l'idée que je ne remarquerais même pas sa disparition. Nathan ouvrait mon coffre-fort et lui tendait une broche en diamant ayant appartenu à mon arrière-arrière-grand-mère. J'ai visionné ces images dans le bureau de Rebecca, les mains tremblantes d'une rage contenue. « Peut-on la faire arrêter maintenant ?» ai-je demandé. « On pourrait », a répondu Rebecca. « Mais si on le fait, Nathan saura que tu es sur sa piste. Il prendra un avocat, fera traîner les choses, compliquera l'affaire et la rendra coûteuse. Pour l'instant, il croit avoir gagné. Laissons-le y croire encore un peu. » Le jour où j'ai découvert la disparition du bureau ancien de ma grand-mère dans la chambre d'amis, j'ai failli craquer. Enfant, j'y faisais mes devoirs.
Après son décès, je m'y étais assise pour lire ses lettres manuscrites. Il valait peut-être 3 000 $ pour un antiquaire, mais pour moi, il était irremplaçable. J'ai appelé Nathan d'une voix calme. « As-tu vu le bureau de grand-mère? Celui de la chambre d'amis? La pièce? Ce vieux truc? » Je l'ai donné pour faire de la place pour installer une salle de sport à la maison. Il tombait en ruine. Bref, donné. Il avait vendu le bureau de ma grand-mère, un meuble qu'elle possédait depuis 50 ans, et il a dit qu'il était en ruine. Je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai pleuré jusqu'à avoir mal à la poitrine. Puis je me suis lavé le visage, j'ai refait mon maquillage et je suis retournée au plan. Rebecca a préparé un document spécial que Nathan devait signer. En apparence, il s'agissait d'une simple reconnaissance de la répartition des biens, quelque chose que tout avocat compétent pourrait demander pendant un mariage. Cachée au paragraphe 7 se trouvait une clause où Nathan reconnaissait que tous les biens hérités, y compris l'immeuble et son contenu, m'appartenaient exclusivement et qu'il renonçait à toute revendication présente ou future sur ces biens. Le faire signer sans qu'il lise attentivement a été presque trop facile. Nathan n'avait jamais rien lu attentivement de sa vie. Il y a 3 mois, il est venu me voir avec des exigences. Il avait finalement consulté un avocat à bas prix d'un service juridique en ligne qui lui avait probablement dit qu'il avait droit à la moitié de tout. « Il faut qu'on parle de nos biens », a-t-il annoncé. Au cours du dîner, j'ai abordé le sujet sur un ton que je ne lui avais jamais entendu. On m'a informé que j'avais des droits importants sur la maison de ville, ta participation dans l'entreprise et sur la pension alimentaire. J'ai laissé transparaître ma peur dans mes yeux. Ma voix tremblait. « Nathan, s'il te plaît. Cette maison est dans ma famille depuis des générations. Et je suis ton mari depuis 4 ans. J'ai sacrifié ma carrière pour soutenir la tienne. Je mérite une compensation. » J'avais envie de rire à l'idée qu'il puisse faire le moindre sacrifice. Au lieu de cela, j'ai laissé couler mes larmes. « Que veux-tu? » La maison de ville, la moitié de tes comptes de retraite, 10 000 $ par mois de pension alimentaire jusqu'à ce que je me remette sur pied. Cède-moi la propriété, et on en restera là. Si tu résistes, je ferai traîner les choses pendant des années. Je ferai en sorte que tout le monde sache quel genre d'épouse tu étais vraiment. J'ai fait semblant de discuter. J'ai fait semblant de négocier. J'ai laissé passer 3 semaines durant lesquelles Nathan a pris de l'assurance. Il a commencé à faire ses cartons, à faire des projets, à parler au téléphone avec Ashley des pièces qu'ils allaient redécorer. Finalement, j'ai cédé. À ses conditions. Je l'ai retrouvé à la maison de ville avec une pile de documents préparés par Rebecca. Il les a à peine regardés avant de signer, trop occupé à envoyer des SMS à Ashley pour lui parler de leur victoire imminente. « Une dernière chose », ai-je dit en faisant glisser un dernier document sur la table. « Mon avocat a besoin que vous signiez cette reconnaissance de partage de propriété. » Il a apposé sa signature sans lire un seul mot. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans une suite d'hôtels avec vue sur le lac Michigan. Mon téléphone affichait 17 appels manqués de Nathan. Je les ai tous ignorés et j'ai commandé le room service. Nathan s'était réveillé dans ce qu'il croyait être désormais sa maison de ville. Il a essayé de faire du café, mais le système domotique n'a pas reconnu ses commandes vocales. Je lui avais retiré l'accès la veille au soir. Il a essayé d'appeler le syndic, mais son nom ne figurait sur aucun document de propriété. Il n'y avait jamais figuré. La maison appartenait à la fiducie. J'en étais la seule administratrice. Il a essayé de partir chercher du café ailleurs, mais sa BMW ne démarrait pas. Elle était immatriculée à mon nom, financée par mes comptes, et je l'avais signalée comme potentiellement volée la veille au soir. Le concessionnaire avait. Il a désactivé son compte en attendant vérification. Il a essayé d'appeler Ashley pour qu'elle vienne le chercher, mais elle ne répondait pas. Elle était trop occupée avec la police de Chicago, qui s'était présentée à son appartement munie d'un mandat de perquisition pour recel. Les images de ma caméra de surveillance la montraient clairement emporter des objets de chez moi. Rebecca avait déposé une plainte 2 jours plus tôt, et le procureur du comté de Cook était très intéressé par des poursuites contre une influenceuse fitness, preuve à l'appui, pour recel de biens volés. Ils ont tout trouvé chez Ashley. Le bracelet, les boucles d'oreilles et les bagues Tiffany de ma grand-mère, la broche en diamant de mon arrière-grand-mère, et même le bureau ancien qu'Ashley utilisait comme coiffeuse. Ces objets étaient exposés dans son appartement comme des objets de décoration, apparaissant en arrière-plan de ses publications Instagram depuis des mois.
Ashley a été arrêtée pour recel et association de malfaiteurs. Sa carrière d'influenceuse fitness, bâtie sur des images soigneusement mises en scène de luxe et de réussite, a commencé à s'effondrer du jour au lendemain. Les marques ne veulent pas être associées à des voleuses présumées. Ses 93 000 abonnés ont vu sa section commentaires se remplir d'accusations et ses partenariats disparaître. Tout s'est évaporé. Un à un. Pendant ce temps, Nathan a reçu une assignation à l'adresse de la maison de ville qui ne lui avait jamais appartenu. Rebecca avait intenté une action civile pour détournement de biens, fraude et enrichissement sans cause. Nous réclamions la valeur totale de chaque objet qu'il avait volé et donné à sa maîtresse, ainsi que des dommages et intérêts et les frais d'avocat. Son avocat en ligne, payé à prix réduit, a examiné les documents que Nathan avait signés au cours des 5 derniers mois, et paraît-il, a craqué dans son bureau. C'est alors que Nathan a reçu un appel que j'aurais aimé entendre. Son propre avocat, celui-là même qu'il avait payé pour l'aider à me voler la moitié de ma vie, l'a appelé et s'est lancé dans ce que des témoins ont décrit comme une tirade d'incrédulité et de frustration. « Elle t'a manipulé comme un pantin », aurait hurlé l'avocat. « Chaque document que tu as signé était conçu pour te priver de tes droits. Tu n'as aucun droit sur la maison de ville car tu l'as reconnue comme sa propriété héritée. Tu n'as aucun droit sur son entreprise car tu as renoncé à ses droits au paragraphe 12 de l'accord de séparation que tu n'as même pas pris la peine de lire. Et maintenant, vous êtes poursuivi pénalement pour le vol de biens que vous avez vous-même soustrait de chez elle et donné à votre petite amie. Comment n'avez-vous rien vu venir ? Nathan m'a appelé 43 fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu une seule fois. Au lieu de cela, je suis resté dans ma suite d'hôtel, un verre de champagne à la main, à admirer les lumières scintillantes de Chicago au coucher du soleil. Rebecca m'a tenu au courant tout au long de la soirée. La police avait retrouvé tous les bijoux de ma grand-mère. Ashley a été libérée sous caution, mais elle faisait face à de graves accusations qui la poursuivraient pendant des années. Le procès civil de Nathan allait lui coûter tout ce qu'il possédait, ce qui n'était pas grand-chose, mais le jugement le suivrait pendant des décennies. « Il y a encore une chose », dit Rebecca, un sourire dans la voix. Son avocat essaie d'invalider les documents signés par Nathan, prétendant que vous avez commis une fraude ou qu'il a agi sous la contrainte. J'ai ri pour la première fois depuis des mois. Bon courage. Exactement. Chaque document a été certifié par un notaire, examiné par un avocat indépendant et signé de sa propre main. Nathan a choisi de ne pas les lire. Ce n'est pas de la fraude. C'est de la stupidité. Le divorce a été prononcé 7 semaines plus tard. Nathan n'a rien reçu. En réalité, presque rien, car le tribunal l'a condamné à rembourser les objets qu'il avait volés au fil des ans. Pas seulement les pièces importantes, mais aussi les petits objets. Le miroir de poche ancien de ma grand-mère. Un cadre photo en argent pris sur la cheminée. Un livre en édition originale que mon père m'avait offert pour ma remise de diplôme. Des petits larcins qu'il pensait que je ne remarquerais pas, que je n'y prêterais pas attention, que je ne défendrais pas. Il s'est trompé sur toute la ligne. Ashley a plaidé coupable pour réduire les charges et a été condamnée à 2 ans de mise à l'épreuve et à des travaux d'intérêt général. Elle a dû rendre tout ce que Nathan lui avait pris et publier des excuses publiques sur son compte Instagram. Sa carrière d'influenceuse fitness ne s'en est jamais remise. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, elle travaillait à l'accueil d'une salle de sport pour 12 $ de l'heure, bien loin du train de vie luxueux et sponsorisé qu'elle affichait en ligne. Nathan est parti vivre chez son frère dans l'Indiana. Plus de maison de ville, plus de BMW, plus de Rolex. Un homme approchant la quarantaine, sans carrière, sans économie, et avec une réputation qui le suivrait à chaque vérification d'antécédents pour le restant de ses jours. Certains pourraient penser que j'ai été cruelle, que j'aurais dû divorcer discrètement, accepter ma perte et refaire ma vie. Mais ces gens-là n'ont jamais tenu la main de leur grand-mère mourante et promis de protéger son héritage. Ils n'ont jamais vu un inconnu porteur des bijoux transmis de génération en génération. Ils n'ont jamais entendu leur mari qualifier de démodé des bijoux de famille irremplaçables. Je n'ai pas été cruelle. J'étais préparée. La semaine dernière, j'ai réaccroché le portrait de ma grand-mère dans l'entrée de la maison. J'ai remis ses bijoux dans le coffre, en vérifiant que chaque pièce était bien là. Assise à son bureau, désormais à sa place dans la chambre d'amis, j'ai relu sa lettre pour la 100e fois. « Ne te contente jamais de moins que ce que tu mérites », avait-elle écrit. « Et ne laisse jamais personne te voler ce que des générations de femmes fortes ont bâti. » J'ai pleuré ce soir-là, non pas de tristesse, mais de soulagement.
J'ai pleuré pour le mariage que je croyais avoir. J'ai pleuré pour ces 4 années gâchées avec quelqu'un qui ne méritait pas ma loyauté. J'ai pleuré pour ma grand-mère, qui aurait immédiatement percé à jour Nathan si elle était encore en vie. Puis j'ai essuyé mes larmes, me suis versé un verre de vin et j'ai porté un toast à la pièce vide. Au nouveau départ, ai-je dit, et à ne jamais laisser personne prendre ce qui ne lui appartient pas. Le silence régnait dans la maison. La ville bourdonnait dehors, et pour la première fois en 4 ans, je me suis sentie moi-même. Ma grand-mère disait toujours que le caractère finit toujours par se révéler. Que les gens patients n'ont pas besoin de vengeance, car le temps met tout à nu. Elle disait que les femmes fortes ne gaspillent pas leur énergie en colère. Elle la canalise dans l'action. Je n'ai pas cherché à me venger de Nathan. J'ai simplement cessé de le protéger des conséquences de ses choix. J'ai cessé de couvrir ses échecs, de financer ses fantasmes, de faire semblant de ne pas remarquer quand des choses disparaissaient. J'ai cessé d'être son filet de sécurité. Et sans moi pour le rattraper, il est tombé. Parfois, je me demande si les choses auraient pu être différentes. Si je l'avais confronté le jour où j'ai trouvé ses emails, se serait-il excusé? Aurions-nous eu une conversation honnête sur ce qui s'était passé entre nous? Mais je me souviens alors de la façon dont il riait avec Ashley de mon ignorance. De la façon dont il traitait le bureau de ma grand-mère de vieille ferraille. De la façon dont il a planifié de prendre la moitié de tout temps ne contribuant qu'avec des mensonges pendant 4 ans. Non, il n'y a jamais eu de conversation honnête possible avec Nathan. Il n'y avait que des extorsions, comme retirer une écharde qui s'était envenimée depuis trop longtemps. Rebecca et moi dînons ensemble une fois par mois. Aujourd'hui, elle est devenue plus qu'une simple avocate. Elle me rappelle que les amitiés que l'on tisse dans sa jeunesse, dans les moments difficiles, deviennent parfois les relations qui nous sauvent plus tard. Savez-vous ce que le juge a dit en aparté? Elle me l'a confié lors de notre dernier dîner. En 20 ans de carrière, il n'avait jamais vu quelqu'un manipuler son conjoint avec autant d'habileté. Il a ajouté que l'avocat de Nathan lui-même semblait vouloir disparaître sous terre. J'ai souri, non pas parce que je me réjouissais de l'humiliation de Nathan, mais parce que cela confirmait ce que j'avais toujours su. Je n'étais pas l'épouse naïve qu'il imaginait. J'étais celle qui avait bâti sa carrière à partir de rien, obtenu un partenariat grâce à son talent et sa détermination, et hérité d'un héritage transmis de génération en génération par des femmes qui ont refusé d'être sous-estimées. J'étais la petite fille de ma grand-mère, et nous ne nous laissons pas abattre facilement. Si vous écoutez ceci et que vous y voyez des bribes de votre propre histoire, je tiens à vous dire une chose importante. Documentez tout. Trouvez un avocat de confiance et ne laissez jamais personne vous culpabiliser de protéger ce qui vous appartient. Mon mari se croyait le plus intelligent partout où il allait. Il pensait que son charme et sa manipulation suffiraient à me prendre tout ce pour quoi j'avais travaillé, tout ce que ma famille avait construit au fil des générations. Il pensait que j'étais trop naïve, trop absorbée par ma carrière, trop amoureuse pour voir ce qui se passait sous mes yeux. Il s'est trompé sur toute la ligne. Chaque matin, je me réveille dans la maison de ma grand-mère, je prépare mon café dans ma cuisine qui ne répond qu'à ma voix, et je contemple son portrait accroché dans l'entrée. Ses bijoux sont en sécurité, ses meubles sont restaurés, sa lettre repose sur ma table de chevet, un rappel quotidien de qui je suis et d'où je viens. Ce n'est pas de la vengeance. C'est justice. Si vous avez lu jusqu'ici, laissez un commentaire et dites-moi ce que vous auriez fait. Auriez-vous confronté Nathan dès que vous avez trouvé ses emails? Auriez-vous tourné le dos à lui, le laissant prendre tout ce qu'il voulait, juste pour être libéré de lui? Et si vous avez vécu une situation similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes plus nombreuses que vous ne le pensez. Des femmes qui ont aimé trop facilement, fait confiance trop facilement, et qui ont dû apprendre à leurs dépens que certaines personnes ne méritent pas notre loyauté. Mais voici ce que j'ai appris. La même force qui nous rend loyales aux mauvaises personnes peut aussi nous rendre invincibles lorsque nous la redirigeons enfin vers nous-mêmes. Ma grand-mère le savait. Elle a élevé ma mère dans ce sens, et ma mère m'a élevée à mon tour. Aujourd'hui, je le vis. Merci d'avoir écouté mon histoire. C'est Victoria qui vous dit au revoir depuis Chicago, où le lac est calme ce soir et où les perles de ma grand-mère sont exactement à leur place.